la famille. Ouais. Perdu quelques calories. On va les reprendre là, tantôt après, là, c'est sûr. Pourquoi? Perdu 1800. Ça fait partie des calories, ça? Ouais. Alors, quoi, tout le monde, bienvenue à cette rencontre mensuelle sur l'état des dossiers d'édition que nous avons pris au cours des derniers mois, des 2 derniers mois, je pense. Je vous fais part de l'ordre du jour. Ça peut arriver là, que vous me voyez en sueur. Ce n'est pas parce que je suis malade, quoi que ce soit, c'est parce que j'arrive de spinner pendant 2 heures. Fait que, des fois, une demi-heure après, là, ça arrive que j'ai quelques sueurs encore. Alors, le projet d'ordre du jour de ce soir, outre le mot de bienvenue et les règles de déroulement de la séance, on a quelques dossiers à vous partager, notamment la décision de la Cour suprême du Canada dans notre dossier entourant la sécurité publique, dossier qui a été rendu ce matin. On voulait vous présenter également le quartier d'affaires Nishikwé, qu'on a eu l'occasion au cours des dernières semaines d'annoncer et d'inaugurer. Les décisions récentes que nous avons prises, notamment en consultation pour le projet Énergie renouvelable Onemiki, l'entité pour le développement énergétique, le Conseil en éducation des Premières Nations et contestation de la loi sur la langue officielle des communes du Québec, le livre d'histoire Timashkanaminu, notre chemin des Kakouchak au Pequawagaminut, c'est entente avec la Société d'histoire et d'archéologie de Mashtawiyats. Finalement, l'élaboration d'un plan d'affaires afin de commercialiser des biochars et des bioproduits. Outre la pause, on pourra après ça là, avoir une période d'échange. Donc, sans plus tarder, pour ceux et celles qui ont suivi la conférence de presse qu'on a eu l'occasion de tenir cet après-midi, ici justement à cette salle-ci. Ce matin, autour de 9h45, nous avons été ravis de connaître le jugement rendu public par la Cour suprême du Canada qui confirme la décision de la Cour d'appel quant au paiement du déficit accumulé de notre Première Nation à l'égard des services de la sécurité publique. Vous vous souvenez qu'en 2017, nous avions introduit un recours devant la Cour supérieure du Québec afin de récupérer le déficit accumulé par la sécurité publique, totalisant tout près de 1,6 million. Le déficit était causé par le financement qui était assurément non adéquat, prévu aux ententes tripartites. Nous avions mentionné que ces sommes étaient via ces ententes étaient fixées de façon arbitraire et de façon unilatérale. Il n'y avait pratiquement pas de négociation qui pouvait là, se faire. On avait reçu dans un premier temps une décision défavorable de la Cour supérieure du Québec. On a contesté ce dossier en amenant le dossier en appel. Rappelons-nous qu'en décembre 2022, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement unanime, c'était 3 juges, donc ont rendu un jugement unanime en notre faveur et avait condamné le Québec et le Canada à nous rembourser là, les dits 1,6 million. La Cour d'appel avait conclu là, que le gouvernement du Québec et du Canada avait agi de façon déshonorable en matière de financement des services de police au niveau de notre Première Nation. Le Canada avait décidé au printemps 2023 de payer sa condamnation. On avait là, reçu là, quelque chose comme 8 ou 900 000
donc la part du Canada. Par contre, le Québec avait décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême et donc n'avait pas payé sa condamnation. La décision de ce matin confirme que le gouvernement du Québec devra nous rembourser, là, ça va totaliser un peu plus d'1 million, je pense que c'est 1,1 million, en considérant bien sûr les intérêts. Donc c'est une belle journée, honnêtement, là, pour notre Première Nation, avec cette décision qui a été presque unanime. C'est quand même 8 juges sur 9 qui ont pris part à cette décision ou qui ont été favorables pour nous. Vous savez, là, c'est une bataille, oui, il y avait le déficit, mais c'était aussi une bataille de principe que nous avons livrée depuis 2017 parce qu'on était convaincus qu'il y avait une injustice flagrante à notre égard. Il y avait une attitude tout à fait déshonorable de la part des gouvernements, particulièrement celui du Québec, là, dans notre négociation. Donc, vous vous souvenez, on avait porté le dossier également devant le Tribunal des droits de la personne, c'est ça qu'on dit, oui, c'est ça, le Tribunal canadien des droits de la personne. On a eu gain de cause également à ce niveau-là, qui confirmait qu'il y avait réellement discrimination. Donc ça suit son cours parce que de ce côté-là, c'est le Canada qui l'a contesté, là, fait que ça suit son cours, mais on est en négociation présentement là, pour les préjudices, puis voir le niveau de compensation. Que le Québec et non, le Canada devra bien sûr là, défrayer. Donc, mais c'est bien sûr là, à suivre. C'est quand même un gain de cause pour nous qui est appréciable, mais l'effet pour l'ensemble des Premières Nations à travers le pays va être assurément là, très favorable. Hein? Ça va replacer bien sûr les pendules quant à l'heure pour permettre là, à l'ensemble des Premières Nations de pouvoir négocier réellement de bonne foi et s'assurer que les gouvernements aient une attitude là, honorable dans leurs négociations. C'est un jugement qui, selon nos avocats, a été dur envers le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a toujours eu une attitude là, abusive dans la négociation de notre entente. Et c'est assurément pas conforme à l'honneur de la couronne. Okay? Donc, leur façon de faire relève de l'abus de droit, qui est totalement contraire, bien sûr, à leur obligation d'agir honorablement. Donc, Katekwa Macheta, nous avons été là, heureux là, de la décision. Puis, on a rappelé là, que l'attitude, les façons de faire du gouvernement du Québec particulièrement, dans notre dossier de la sécurité publique, ça reflétait là, certainement un dossier empreint de racisme systémique. Donc, on est heureux là, que ce dossier soit enfin régularisé. Donc, on va souhaiter que le gouvernement du Québec et celui du Canada tiennent compte, bien sûr, dans l'avenir là, de cette décision, des enseignements là, que ce jugement va leur imposer là, pour l'ensemble des autres dossiers, que ce soit négociation territoriale globale vers un traité. Donc, c'est clair qu'on va s'attendre là, que l'attitude là, soit meilleure, si l'on veut, là, de la part du gouvernement. Donc, honnêtement, là, c'est une belle réussite là, de la part de notre Première Nation. Je veux remercier, là, bien sûr, outre les élus, parce que c'est quand même là, trois conseils distincts. Là. Moi, j'étais là en 2017 lorsqu'on a préparé le dossier. Le chef Moore a pris le relais avec son équipe, les élus qu'on a élus, en tout cas, 2017-2021 de mémoire. Donc, ils ont poursuivi tout ça, le travail à cet égard. CLEF avait, bien sûr, là, intervenu comme témoin dans le processus devant la Cour. Moi, je suis revenu et, bien sûr, on a finalement là, eu cette belle conclusion.
Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est clair que le gouvernement du Canada, et particulièrement celui du Québec, devront s'engager à faire les choses différemment dans leur discussion avec les Premières Nations. J'ai rappelé aujourd'hui que la relation que les gouvernements se plaisent à énoncer comme étant là, une relation d'égal à égal ou de gouvernement à gouvernement, ça ne peut plus être juste des mots. Il faut vraiment là, que ça traduise là, vraiment dans une démarche de discussion empreinte de respect, de façon respectueuse et honorable, bien entendu, là, pour la couronne. Donc, on voulait bien sûr vous partager ça parce que c'est une belle réussite. C'est vraiment là, un dossier qui va assurément faire jurisprudence à travers le pays. Et ça va nous permettre là, de poursuivre notre négociation au niveau de nos ententes de financement. On est en plein dedans présentement pour le renouvellement là, au 1er avril prochain. Ça va nous permettre d'avoir peut-être une meilleure attitude de la part des gouvernements là, dans le processus de négociation. Donc, pour nous, c'est une belle réussite. L'autre dossier qu'on voulait présenter, c'est le quartier d'affaires Nisqually qu'on a, bien sûr, là, annoncé au cours des dernières semaines. Dossier et un levier de développement socio-économique assurément très important. Donc, on voulait vous faire une présentation un peu plus détaillée, puis c'est Sylvie qui va vous la faire. Kwikestnou. On est vraiment très fiers de vous présenter le quartier d'affaires Nisqually. Alors, c'est une présentation qui a 13 pages à peu près. J'en ai pas pour toute la soirée. Alors, ça ressemble à ça. On aime ça, prendre des photos aériennes de commencer aujourd'hui parce que on sait que ça ne sera pas comme ça. Si on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, on a hâte de voir comment seront les photos aériennes. Alors, je tenais à faire l'historique parce que des fois, on oublie. Tantôt, le chef rappelait l'historique de... Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Alors, depuis 2009 qu'on travaille là-dessus pour acquérir des lots pour agrandir de gré à gré auprès des particuliers de 2009 à 2014. Ensuite, de 2011-2012, ça a été la mise en place de la phase 1. On l'appelait le parc industriel, fait qu'il y a déjà des industries, des entrepreneurs qui sont déjà dedans. 2014, on a fait le référendum sur la désignation des terres. On était plusieurs à se demander, c'est quoi ça, pourquoi on fait ça? C'était un petit peu complexe, mais ça servit, c'était super important pour la suite des choses. 2018, on a réussi à faire l'agrandissement de notre territoire de Ilnoussi de Mashteuiatsi. Et 2021, on a adopté le code foncier par référendum, encore quelque chose qui était un peu compliqué, mais qui était super important. Puis c'est cette année qu'on a fini par aboutir à la route 169. Fait qu'on est vraiment bien fiers. Il faut se rappeler d'où ça vient. Et aujourd'hui, naissance du nouveau quartier d'affaires Nisqually. Alors ça, c'est la vue aérienne. C'est sûr que si vous regardez, vous ne verrez pas ça orange comme ça, mais c'est pour vous montrer le nombre de terrains. On a 39 terrains. 39 terrains disponibles dans la phase 2. Je vais vous les montrer plus précisément. Alors, la première, les terrains qui sont en bleu, c'est la zone industrielle. Les 3 premiers en orange, complètement à l'autre bout, sont déjà accordés, ceux-là. Fait que tout ce qui est en orange au début, là, c'est la phase 1 qui est déjà accordée. Fait qu'en bleu, c'est tous des terrains plus de nature industrielle. Dans la zone qui est violet au milieu, c'est des terrains commerciaux. Puis dans la zone verte, qui est plus proche de la 169, c'est des terrains commerciaux régionales. À portée régionale, il me manquait un mot. Fait que c'est séparé en 3. Les terrains qui sont en vert sont réservés à Pequawagamelnut-Sequequin. On ne les met pas disponibles aux entrepreneurs. Fait que c'est plus dans... Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, il est écrit en gros en haut, je cherchais en petit. Alors, il y a d'autres étapes qu'on a dû faire. Au mois d'avril, on a adopté une politique sur l'octroi et l'établissement des droits et des loyers payables. Alors, les entrepreneurs qui vont venir dans le parc industriel
auront à payer un coût de loyer dans le bas qui va être au pied carré. Puis ils vont avoir aussi à payer un droit d'occupation. Fait qu'il y a deux choses différentes. Il fallait tout établir ça, essayer d'être concurrentiel, d'être dans les prix. C'était assez quand même compliqué. Et on a, je reviens au début, création d'un comité de développement. Fait qu'il y a 3 directions au sein de notre organisation qui sont là-dessus pour tout travailler là-dessus. Et c'est ça, on octroie des bails. Il n'y a personne qui sera propriétaire de la terre. Ce sera des bails de 30 ou 35 ans. Et quand on accorde, on dit oui, votre projet, ça va, ça passe au conseil, les entrepreneurs ont 2 ans pour construire leur entreprise. On a également adopté à la même date, le 30 avril, un moratoire sur l'implantation de commerces distributeurs d'essence et de diesel. C'est quelque chose qui est très demandé, là. On est sur la 169, fait que il y a des gens qui peuvent vouloir... fait qu'on s'est dit, on va analyser. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce dossier-là. Fait qu'on n'est pas capable de prendre toutes les bouchées en même temps. Fait que celui-là, on s'est donné 2 ans pour bien réfléchir à comment on l'allait faire. Fait que quand la décision sera prise, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? Bien, on va revenir avec ça. Alors, comment ça fonctionne pour s'implanter dans le quartier d'affaires Nisqually? On a eu la phase 1. On a fait les choses d'une manière. On a vu qu'est-ce qui avait bien fonctionné puis qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné. Alors maintenant, pour la phase 2, on a un agent d'accompagnement qui est là pour les entrepreneurs, qui est sous la direction d'économie, emploi et partenariat stratégique. Alors, les entrepreneurs font affaire avec lui. Ils n'ont pas à aller partout cogner à plein de portes dans l'organisation. C'est lui qui les aide. Il y a comme une checklist, puis il leur dit tout de quoi ils ont besoin pour pouvoir présenter leur dossier. Il y a un comité de sélection aussi qui sélectionne les dossiers. Alors, à l'heure où on est aujourd'hui, il y a une vingtaine de demandes d'informations puis des rencontres qui ont eu lieu depuis le mois de juillet. 5 projets sont en processus de demande, ramassent toutes les choses qu'ils ont besoin. Puis il y en a un qui est accepté au conseil. On était vraiment fiers de voir le premier projet du quartier Nisqually. Alors, on a également fait un programme pour soutenir les entrepreneurs qui veulent se mettre dans le quartier d'affaires Nisqually. On avait un fonds, j'en ai parlé une fois, puis on peut aller jusqu'à un montant de 75 000 par entreprise pour défrayer certains coûts. Ça dit 50 des coûts, là, mais c'est pas. Je pense pas qu'il va y avoir une entreprise qui va réussir à s'implanter dans le parc pour 150 000, mais on va payer certains coûts. On va aider. Alors, là, démarchage pour les terrains à portée commerciale à portée régionale, ceux qui sont le plus près de la 169, qui appartiennent à Pequawagamin-Lutzekweken. On a beaucoup de questions depuis bien avant que la route soit là. Qu'est-ce qui va venir s'implanter là? Vous allez être déçus, on n'a pas encore de réponse. Oui, on a donné un mandat à la direction EPS de regarder pour avoir des bannières puis des grandes surfaces, mais on s'est aperçu que ça serait mieux d'aller cogner à leur porte avec un document avec des informations à leur donner. Alors, on a décidé d'aller faire une étude puis un portrait socio-économique commercial pour leur donner des chiffres pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée, de voir tout le potentiel qu'il y a de venir s'installer chez nous. Alors, il y a des chiffres qui sont là, potentiel économique annuel de 165 millions de dollars par année. Des Premières Nations, clientèle Premières Nations, on s'attend que ce ne soit pas juste les gens de Meshtewiyats qui viennent, mais les autres communautés qui sont quand même assez loin peuvent venir faire des achats dans le quartier d'affaires Nisqually, peut-être jusqu'à 69 millions par année. Puis, on est en train de rédiger et de produire un prospectus commercial pour aller voir ces grandes surfaces-là, ces bannières-là. Mais on n'a pas de nom à vous donner encore aujourd'hui. Alors, notre vision de développement, on est vraiment fiers. On veut que ça soit un lieu qui soit fréquenté, on voit grand, là, on a hâte de voir. On se dit, on est la première communauté, il va y avoir plein d'entreprises, des grandes bannières qui pourraient venir s'installer, des restaurants, des magasins de sport, on ne le sait pas, mais on dirait que tout est à venir, puis c'est très... c'est excitant d'imaginer tout ce qui va pouvoir se passer là. On veut aussi que ce quartier-là ait un cachet identitaire unique qui nous ressemble. Puis ça va être vraiment un moteur de développement économique incroyable pour notre Première Nation.
Alors, on est en train de regarder parce on se fait souvent demander, est-ce qu'il va y avoir juste des entrepreneurs autochtones qui vont pouvoir s'installer dans le quartier d'affaires? Non, parce que l'entreprise n'est pas autochtone, mais c'est sûr qu'on veut les privilégier. Puis s'il y a des gens de d'autres communautés qui veulent venir aussi, bien, ils vont être les bienvenus. Fait qu'on est en train de réfléchir, même avec notre structure de gouvernance, tout ce qu'on peut faire pour aider les entrepreneurs à venir s'installer dans notre quartier d'affaires. Des moyens pour les soutenir, du mentorat, des moyens de financement. On regarde pour des franchises aussi, combien ça peut coûter une franchise. Peut-être quelqu'un pourrait être intéressé de devenir un franchisé. Fait qu'il y a plein de choses qu'on regarde. Puis on se dit que c'est la fierté de notre communauté. Là. Si plus vous en parlez aux gens, si vous connaissez des entrepreneurs pour qu'ils puissent venir s'informer. Puis, on a mis quelque chose aussi, mais ça, je vous en ai parlé la dernière assemblée, c'est qu'on a donné un mandat à Infrastructure Services publics en collaboration avec la direction Chitil-Niunou de regarder pour que les entrepreneurs, c'est pour ça qu'il sert aussi le programme que j'ai dit tantôt, là, jusqu'à 75 000 50 %, c'est pour aider les entrepreneurs qui vont s'implanter à mettre une touche de la culture des Pequawagamelnuts dans leur entreprise. Fait que soit on leur laisse le choix, mais soit l'enseigne en Elwéun, soit quelque chose sur le bâtiment ou à l'intérieur qui fait penser à Inuaitun. Peut-être donner à leurs employés une formation sur la culture. Fait qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour que ça nous représente. Ça représente notre culture. Alors, on en a parlé une fois de ce projet-là devant les entrepreneurs. On a commencé à un midi causerie avec les entrepreneurs. C'est la deuxième fois qu'on en parle, fait que la première fois qu'on en parle à la communauté. On veut envoyer une infolette à tous les membres pour les informer de ça. On veut développer une image de marque, une identité visuelle, puis faire connaître, pas juste aux gens de la communauté, à un grand public, le potentiel qu'il y a dans ce quartier d'affaires-là, faire des événements et tout ça. Alors, c'est ça. Fait que c'est parti, c'est juste le début. Fait qu'on a hâte de voir, on va vous tenir au courant de toutes les avancées dans ce super quartier d'affaires. Je pèse. Merci, Tunashkamten, Sylvie. Maintenant, on pourrait passer à la question des décisions que nous avons prises dans les dernières semaines. Donc, le premier dossier, consultation pour le projet énergie renouvelable Onimiki. Donc, je vais demander à Sylvie de nous en parler. Oui, alors Onimiki, c'est un projet de mini-centrale qui est sur le territoire Anishinaabe. C'est un projet qu'on met en route, on est en processus et comme à cause de notre politique sur les investissements, on doit aller, si on veut dépenser plus que 1 million de dollars et emprunter plus de 10 millions de dollars, on doit consulter la communauté. Alors, on a pris la décision d'octroyer un budget pour faire cela. C'était d'un montant de 15 000... 15 530 $. Et les étapes pour ce registre-là, c'est quelque chose, c'est dans nos encadrements. On doit suivre les encadrements à la lettre. C'est notre greffière qui s'occupe que tout soit bien fait dans les normes. Alors, il faut que le projet soit présenté au conseil. Ça a été fait le 29 octobre. On envoie un avis public dans toutes les maisons par la poste. Ça a été fait le 4 novembre. On met des affichages publics. On l'a mis sur le panneau devant l'organisation, sur la rue principale. On a fait une séance d'information qui a eu lieu mercredi le 13. On a un site Internet et une page Facebook où ça a été publié aussi pendant... Bien, il y a des temps, puis à partir de la date où on a expédié l'avis public, bien, il était sur les réseaux sociaux également. Et on a avisé, puis on a mis toutes les informations pour dire que le registre avait lieu les 22 et 23 novembre. Alors, si les gens
ne veulent pas qu'on investisse 1 million de dollars puis qu'on fasse plus de 10 millions d'emprunts, ils doivent aller se manifester en allant signer ce registre-là. Si on a plus de 500 personnes qui le signent, on va en référendum pour vraiment consulter toute la population. Alors, ça a tout été fait dans les règles. C'est notre greffière. Nous, on ne s'occupe pas de ça à part faire l'assemblée publique, la séance d'information. Et ça a eu lieu les 22 et 23 novembre. C'est un vendredi et un samedi, obligatoire pour que les gens de l'extérieur puissent venir signer, se manifester. Et on a reçu à la fin de la journée du 23 novembre le certificat de la greffière, comme quoi il y avait eu 2 personnes qui étaient allées voter pour le registre. Alors, ça nous donne le go qu'on va pouvoir investir dans ce projet-là, qui est, comme on l'a expliqué. Puis la séance d'information a été enregistrée. Il y avait des gens en Zoom, puis après, on l'a mis disponible sur Internet. Fait que les gens, dès le lendemain, pouvaient aller la voir, même si c'était pas disponible ce soir-là. Fait qu'aujourd'hui, je devais vous dire juste qu'on avait, au conseil, on avait donné l'accord pour que le budget, il y ait le budget, mais finalement, on va clore ce dossier-là parce qu'on s'est rendu, on a fait toutes les étapes, puis fait quand on va vous revenir avec ça, ça va être quand ça va être plus avancé, là, on va continuer à vous en parler. Merci, Tinashkamatan Sylvie. On pourrait bien sûr présenter la décision entourant l'investissement dans l'entité pour le développement énergétique. Oui. Alors, vous savez qu'on a une filière communautaire pour l'énergie renouvelable. On est avec les MRC dans ça. Et c'est un beau modèle de projet qui nous permet d'avoir les mains sur le volant et de recevoir des fonds directement. Fait qu'on on est vraiment fiers de comment on fonctionne. Et on a vu une opportunité avec Groupe PEC. C'est eux qui nous ont proposé ça. Ils nous ont dit que dans les années 90, sur le territoire du Québec, il y avait eu des appels d'offres, puis ils avaient construit beaucoup de mini-centrales un peu partout, de 50 mégawatts et je vais recommencer. De 50 mégawatts et moins. Et c'était des contrats de 20 ans qui étaient renouvelables pour un autre 20 ans. Puis après, c'est comme plus renouvelable. Fait que quand les mini-centrales ils ont 40 ans, bien, soit ils les démantèlent ou ils les recèdent au ministère de l'économie et de l'innovation. Fait que là, nous, on voit, on se dit, hey, mais on pourrait se porter acquéreur de ça. Fait qu'il reste encore 10 à 20 ans pour ces mini-centrales-là. Fait qu'on est vraiment proactif dans ce dossier-là. On n'attend pas à la dernière minute. Fait qu'on va faire un fonds avec un partenaire. On va être 2 partenaires dans ce fonds-là. Nous, on va être à 51 %. Le partenaire Fonds d'action va être à 49 %. Alors, on a décidé, on a approuvé la décision de mettre un montant de 255 000 dans ce fonds-là. L'autre partenaire met 245 000. Et ça va être Groupe PEC qui va gérer cette société en commandite-là. Puis eux, le mandat de cette société-là qui va être créée, c'est de faire du démarchage, d'aller s'informer auprès des propriétaires. C'est tous des privés qui ont ces mini-centrales-là, d'aller les voir. Si elles sont disponibles dans 10 ans, bien, on va commencer par aller voir ceux-là. Fait qu'il n'y a pas d'acquisition dans ça, là. Le montant d'argent qu'on a mis, c'est pas pour... fait que c'est un 500 000 le pot, les 2 partenaires ensemble, pour aller faire du démarchage. Fait que c'est pas pour acquérir des nouvelles, on n'est pas rendu là encore. Fait que ce projet-là, on le commence 10 à 20 ans là, plus tôt. Fait qu'on vous en parle tout de suite, on commence à regarder ces avenues-là. Oui, puis c'est une stratégie fort importante parce que sur notre territoire ancestral, il y a quelques installations de ce genre, donc qui ont été là, gérées par des privés. Donc, c'est le privé qui a généré là, des dividendes pendant toutes ces années. Okay? Donc, stratégiquement, nous, on a dit, ben, un instant, on va se donner une stratégie pour éventuellement même les acquérir ou s'assurer qu'au terme du renouvellement, bien, que ce ne soit pas aussi facile là, que dans le passé. Donc, nous, on met là, le pied sur la porte pour s'assurer qu'on puisse là, évaluer différentes hypothèses d'acquisition, que ce soit sur notre territoire ancestral ou peut-être ailleurs également sur d'autres territoires. Il y a quelques années, on a fait la démarche là, dans le secteur de Shawinigan. On a acquis là, une mini-centrale également dans ce secteur.
Donc, puis c'est plusieurs centaines de mégawatts là, qui vont être rendus disponibles éventuellement, 600, hein, c'est ça. Donc, il y a une belle stratégie à avoir là, à ce niveau-là pour s'assurer là, qu'on a une longueur d'avance là, pour éventuellement se porter acquéreur de projets structurants qui vont être, bien entendu, rentables. Oui. J'ai oublié on va continuer à y aller avec notre modèle d'énergie communautaire, qu'on est en partenariat avec le milieu, avec les MRC de ce coin-là, puis les Premières Nations. Ça veut dire on va permettre à d'autres communautés, quand on va voir une mini-centrale, bien, on va travailler avec la communauté qui est sur ce territoire-là. Sur leur territoire. Oui, fait qu'on va faire grossir puis faire bénéficier plusieurs Ouais. Premières Nations au Québec de notre modèle. Excellent. Autre dossier fort important, la décision entourant le Conseil en éducation des Premières Nations et la contestation de la loi sur la langue officielle des communes du Québec. Je me demandais à Jonathan de nous en parler. 1, 2, oui. Oui, Kesnouitchik. Pour l'info, c'est ça. Concernant, dans le fond, le financement du pourvoi en contrôle judiciaire de la PNQL et du CEPN, il faut savoir que notre communauté est membre du comité des chefs du CEPN et je suis l'élu désigné là, à siéger à la table du comité des chefs. Donc, pour vous faire un bref historique là, de ce dossier-là, il faut savoir que c'est un dossier judiciaire en cours qu'on a déposé là, en avril 2023, excusez-moi, pardon, et qui porte atteinte surtout, là, je vous dirais, aux droits linguistiques des Premières Nations. En mai 2022, le gouvernement du Québec a adopté la loi 96 de la loi sur la langue officielle du Québec, qui est le français. Mais préalablement à cette modification-là, le gouvernement du Québec a omis de consulter les Premières Nations, là, malgré les préoccupations et les recommandations qui ont été portées à leur attention par les Premières Nations. Quant aux effets là, préjudiciables que cela pouvait avoir sur les droits linguistiques des Premières Nations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette refonte-là de la charte de la loi sur la langue officielle du Québec, c'est qu'il y avait des exigences qui sont d'office, dans le fond, là, également au niveau du ministère de l'Éducation concernant le français. Donc, des exigences qui sont même applicables aux communautés qui ne parlent pas français nécessairement. Ici, je parle des Mi'kmaq, entre autres, qui ont comme première langue le Mi'kmaq, ensuite l'anglais et en troisième langue, bien souvent le français. Donc, ce qui arrivait dans ce dossier-là, c'est que au niveau du postsecondaire, lorsque les élèves, les apprenants allaient au cégep, bien, ils étaient soumis aux exigences de la langue française, qui étaient soit de passer leur examen de français au cégep. Donc, ce que ça a créé dans les communautés de l'Est, les Mi'kmaq, mais également chez les Algonquins, c'est que la plupart des élèves, des apprenants, quittaient la province du Québec pour aller étudier à l'extérieur de la province, où il y avait moins de contraintes au niveau de la langue qu'ils maîtrisaient du mieux qu'ils pouvaient. Donc, ce que ça créait, c'est que les élèves partaient étudier ailleurs de la province, mais ne revenaient pas dans les communautés autochtones. Donc, ce que ça a créé, c'est que dans le fond, c'est qu'on n'était pas en mesure de retenir ces élèves-là pour venir un peu là, épauler leur Première Nation dans l'épanouissement de celle-ci. Donc, nous, ce qu'on a convenu avec la PNQL en avril 2023, c'est de déposer un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec. Cependant, ce qu'on a convenu là, en Assemblée générale là, en février dernier, c'est qu'on a convenu de mandater le CEPN à requérir l'appui de toutes les Premières Nations, toutes les communautés, dans le fond, membres du CEPN. Nous sommes présentement 22 communautés membres. Donc, c'est les 22 communautés membres qui ont été sollicitées pour contribuer solidairement à tous les frais encourus dans cette démarche-là, parce qu'on s'attend à ce que ce dossier-là passe plusieurs instances judiciaires, comme on l'a connu, notamment au niveau de la sécurité publique également. Donc, c'est la décision que nous avons prise dernièrement de contribuer à un montant de 15 000 Chaque Première Nation a été invitée de contribuer à cette hauteur-là. Et je m'attends à ce que ce soit les 22 communautés membres qui participent à cette contribution solidaire. Pourquoi ce n'est pas le CPN qui va payer les frais encourus de ce pourvoi-là? Dans le fond, c'est parce que dernièrement, nous avons signé l'entente en matière d'éducation, l'entente régionale en matière d'éducation, et tous les fonds, dans le fond, là, qui sont reçus au CEPN sont redistribués directement aux communautés membres. Donc, le CEPN n'a plus l'enveloppe
du financement. Il y en a une partie, mais c'est surtout pour des services de second ordre, je dirais. Fait que nous, c'est sûr que nous avons décidé de contribuer solitairement à cette cause-là qui nous tient à cœur, qui nous touche peut-être plus ou moins, étant donné qu'on maîtrise quand même bien le français, mais dans un but d'être solidaire ensemble avec les autres communautés membres, c'est la décision que nous avons prise là, au courant du dernier mois. Toneshkamten, Jonathan, autre dossier, le livre d'histoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le chercher au sein de notre organisation. Je pense que faut être fier de cet ouvrage, ce premier ouvrage, parce qu'on pourrait, bien sûr, avec notre très longue histoire, là, avoir plusieurs tomes sur notre histoire. Mais il faut commencer par un premier, puis je pense qu'on a eu la chance la semaine passée ou dans l'autre là, de faire le lancement d'un livre là, qui est assurément là, tout à fait là, extraordinaire, d'autant plus que c'est le reflet ou c'est le travail c'est une œuvre collective. Hein, donc, il y a, je pense, 25 personnes là, qui ont collaboré ici et là, pour la rédaction ou l'évaluation du livre. Donc, ça a été bien sûr une belle démarche. Dans le cadre là, de le rendre disponible pour la vente, on a convenu d'un contrat avec la Chambre. Donc, je vais demander peut-être à Sylvie de nous en parler. Oui. Alors, quand la direction soutien à la gouvernance sont venus en réunion du Conseil, c'était pour obtenir la décision de signer l'entente avec la Chambre pour vendre les livres d'histoire version papier, version numérique et pour diffuser les versions numériques gratuites. Alors, si je fais un petit retour, au mois de septembre, on avait décidé de faire 2000 copies du livre d'histoire. Fait que c'est ça qui a été fait pour le moment, 2000 copies. On a décidé aussi de donner une version papier ou numérique à tous les membres de notre Première Nation qui en feraient la demande. Alors, vous devez, si vous voulez la version gratuite de papier, le document, parce qu'il est assez épais, là, il est assez épais, vous venez à la réception de l'organisation sur la rue Bouillatchouane, vous demandez votre version des livres, elle les a là, puis on en donne une version, une par foyer, ouais, par adresse. Fait qu'ils prennent votre adresse puis ils écrivent dans le document que vous avez eu votre copie. Fait que c'est seulement un gratuit, mais un gratuit par adresse pour tous les membres qui veulent en avoir une. Vous pouvez choisir si vous voulez l'avoir en version papier ou si vous voulez l'avoir en version électronique. Si vous voulez électronique, vous ne venez pas au conseil. C'est tout le numérique, ça passe par la Chambre parce qu'on voulait avoir un filigrane pour pas que ça se partage, les gens se partagent. Fait que c'était un peu plus compliqué. Nous, on n'est pas équipés pour vous donner une version numérique du volume. Alors, on a fonctionné avec la Chambre, on a signé une entente avec eux. Fait que si vous voulez, quand vous allez à la Chambre, vous pouvez acheter le livre papier qui est au coût de 39,95. C'est des très beaux cadeaux de Noël. Parce que c'est pas juste pour les Pequawagamis-Lutz, tout le monde peut apprendre de notre histoire. Là. Ça sert aux Québécois aussi. Vous pouvez leur donner en cadeau. Et la version numérique, vous pouvez aller au musée pour avoir la version gratuite. Vous dites, ben moi, dans mon foyer, on voudrait avoir la version. Fait qu'ils vont être capables de vous en donner une. Sinon, il y a des versions électroniques à vendre aussi au coût de 27,95. On a procédé au lancement le 14 la semaine passée à la salle communautaire. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était très émotif parce qu'on travaille depuis ce dossier-là depuis 2018. Avec l'ancien conseil aussi, on travaillait là-dessus. Chef Clifford Moore était là aussi. Puis c'était une très belle soirée. Exactement. Dernier dossier, l'élaboration d'un plan d'affaires afin de commercialiser des biochars et des bioproduits. Donc, Sylvie pourrait peut-être nous en parler? Oui. Alors, Biochar, c'est un organisme qui est dans la première partie du parc industriel. C'est là depuis 2018, je pense, puis ça va quand même bon train. Ça a été un petit peu retardé avec le COVID, mais ça va. Au début, c'était pour faire de la recherche dans le but de pré-commercialiser puis de commercialiser des produits. Il y a eu une étude de pré-faisabilité qui a été faite et maintenant, on est rendu à faire un plan d'affaires. Quand ils ont fait faire le plan de pré-faisabilité, ça montrait qu'il y avait des grandes possibilités.
Alors, pour faire le plan d'affaires, ça prenait un montant de 119 000 on a demandé à Services aux Autochtones Canada, le bailleur de fonds, de fournir. Ils payent 80 de ce montant-là. Ils payent 95 200 Pour le 20 on doit mettre habituellement le 20 mais depuis le début dans ce projet-là, on est avec la MRC Domaine du Roi qui est intéressée aussi à participer à ça. Ils ont dit qu'ils ne resteraient peut-être pas jusqu'au bout, que peut-être à un moment donné, ils allaient, mais là, ils étaient intéressés à faire le plan d'affaires eux aussi. Alors, on a pu séparer notre portion de mise de fonds, le séparer avec la MRC. Alors, on a accepté de donner 11 900 et la MRC donne aussi 11 900 Fait qu'on est en attente du plan d'affaires pour le biochar, un autre beau projet qui avance bien. Alors, c'est les grands dossiers que nous avons pris comme décision au cours des dernières semaines, en fait des 2 derniers mois, je pense. Donc, je vous propose une petite pause. Moi, j'ai faim en masse, fait qu'on va les manger, puis on pourra revenir pour la période de questions. Merci.
On pourrait commencer. Quoi, on pourrait bien sûr reprendre. Donc, oui, je demanderais à Guylaine, Karina, de venir nous rejoindre. Je voudrais bien sûr prendre le temps aussi d'excuser Patrick Courtois qui est en rencontre, à l'extérieur en fin d'après-midi. Jonathan Germain, qui est à la maison. On lui a dit, reste à la maison, il y a le COVID. Savez-vous que ça existe encore, le COVID? Donc, il est à la maison avec sa petite famille, donc on l'excuse, bien entendu. Dossier important qu'on va vous informer très, très bientôt. Là. Il y a les invitations qui vont être lancées. On a discuté dernièrement là, du règlement sur les élections pardonnez-moi, qui auront lieu là, en août prochain. Donc, on a apporté quelques ajustements au code électoral ou au règlement sur les élections. Donc, on va partir en consultation là, très, très prochainement. Donc, on vous invite à rester aux aguets, si l'on veut. Il y a des changements là, quand même assez significatifs sur certains enjeux. Donc, on veut vous les présenter et vous entendre, bien sûr, là, sur cet élément. La décision finale devrait être prise là, quelque part à la mi-février prochain. Oui, c'est vrai, il y a une petite correction au niveau de l'information que Sylvie a partagée tout à l'heure. Fait que peut-être là... Au niveau du livre d'histoire. Fait que la Chambre s'occupe de la vente. Puis, si vous voulez une version numérique gratuite, vous devez remplir le formulaire sur notre site Internet. Vous remplissez le formulaire que vous désirez avoir une copie numérique. Puis, c'est nous qui faisons affaire avec la Chambre. Fait que c'est nous qui vérifions si... qu'il y en ait bien seulement un par qu'il y en ait seulement un par adresse. Fait que la Chambre, eux, ils attendent de notre part, puis c'est eux qui vont vous l'envoyer. Fait que vous faites la demande à nous, puis vous allez la recevoir par un lien par la Chambre. C'était ça la correction. L'information sur notre site Web, hein, c'est ça, au niveau de l'organisation. Donc, on vous invite là, à aller le consulter. Bon, maintenant, on est à l'heure des échanges, des questions. Donc, on vous invite à utiliser, bien sûr, là, le micro. Pour permettre à nos gens qui nous suivent là, par le web là, de pouvoir aussi entendre la question. C'est toujours apprécié. Donc, la parole vous appartient. Puis, Gabriel, tu vas nous faire signe s'il y a des questionnements là, par Team ou par Zoom. Je ne me souviens plus quelle plateforme qu'on utilise. Quoi, Nina? Quoi. J'ai même plus besoin de me nommer. Vous êtes prêts? On défile? On y va. C'est pas vrai. On va y aller doucement. Il y a pas... décision de la Cour suprême, c'est quoi le prochain dossier qui devrait suivre la même voie? Parce que le sous-financement, il est partout dans les financements qu'on reçoit autant du fédéral que du provincial. Qui s'occupe par rapport aux frais juridiques que ça a amené, cette cause-là? Quartier d'affaires Nishikwé, il n'y a pas eu un projet de gare ferroviaire qu'on a perdu de vue à un moment donné? Onimiki, je me pose des questions par rapport au processus, par rapport au fait de tenir un registre. Ça fait quelques registres qui se tiennent dans la communauté, puis je pense que ça ne marche pas. En tout cas, bien personnellement, là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas efficace comme moyen de communication ou de temps ou... C'est peut-être l'implication aussi des gens là, qui est juste plus là, mais je trouve que c'est pas assez. Moi, je considère qu'il devrait y avoir un nombre minimum de signatures, puis si on n'atteint pas ce nombre-là, bien, on devrait peut-être se re-questionner pour faire une deuxième séance. Peut-être que la période n'était pas bonne par rapport à certains individus qui auraient pu venir, fait que peut-être que de le séparer en deux fins de semaine, ça pourrait peut-être être une solution pour... Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre, là. Qu'il n'y ait vraiment pas personne qui décide de s'impliquer quand on parle de quand même beaucoup de sous. Je n'ai pas l'impression qu'on arrive à rejoindre la population. Puis, ce n'est pas entièrement la faute de l'organisation. Comme je dis, il y a une responsabilité personnelle aussi là-dedans des individus, là, mais
Je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait permettre de signer à distance aussi, là, via Internet, à cette heure, avec une signature électronique? Peut-être que ça, ce serait facilitant pour certains. Projet énergie communautaire, c'est-tu quelque chose qui est bien courant, ça, que le privé décide de laisser des barrages comme ça, surtout si les installations sont rentables? Le livre d'histoire, vous parlez de 1 livre par membre. C'est-tu les 15 000 ou c'est les membres résidents? Ou résidents des alentours? Ou ça fait beaucoup de livres. Fait que, on va commencer par ça. J'en ai d'autres, mais je vais être hors sujet, fait que je vais attendre après. Oui, Tunashkamtan, Nina, je vais peut-être là, aller sur certains enjeux. Dossier qui, pour aller jusqu'à la Cour suprême sur le plan du financement, là, de mémoire, je n'ai pas de dossier là, qui me vient à l'esprit. OK. Oui, il y a quelques dossiers, effectivement, qui sont en cours présentement, en analyse, là, je vous dirais. Si on n'interpelle pas, là, on ne porte pas des recours à ce niveau-là. Donc, c'est à suivre. Il y a toujours la démarche là, au sein du Tribunal des droits de la personne, Tribunal canadien des droits de la personne, qui est en cours présentement. Okay? Là-dessus, il y a une contestation par le fédéral. Mais on est en discussion, pour pas dire en négociation, là, avec l'instance pour voir un peu là, comment, parce qu'il y a discrimination. Quand il y a discrimination, il peut y avoir des compensations là, collectives. Puis on regarde même là, pour peut-être là, explorer l'hypothèse de compensation individuelle au sein de la communauté, parce que tout le monde a été préjudicié là, par cette discrimination. Fait qu'on en est là présentement. Là, nos procureurs, avec nos experts, notre équipe sur le plan technique, font les validations. Vous savez, l'ensemble du dossier de la sécurité publique, que ce soit là, lorsqu'on a intenté une poursuite en cour, c'est quoi, la cour normale au Québec? Supérieure, la cour supérieure. On a contesté en cour d'appel. Le Québec a contesté pour aller en cour suprême. Donc, on a cette démarche-là qui a duré plusieurs années. La démarche entourant le tribunal des droits de la personne également, là, parce que donc l'ensemble du dossier là, de la sécurité publique, c'est un peu plus d'1 million que ça a coûté là, okay, pour notre organisation, pour aller défendre là, nos droits, nos intérêts là, par rapport à cette injustice. Le dernier jugement là, qui a été rendu aujourd'hui fait penser de rembourser ces frais-là. Donc, ils vont rembourser, là, bien entendu, le déficit passé avec les intérêts. Okay? Donc, c'est pour ça que j'annonçais cet après-midi là, que c'est tout près de 1,1 million que le Québec là, va devoir rembourser. Au moment du jugement, là, quelques années, c'était un peu plus de 700 000. Donc, il y a cette dimension-là. On pense quand même, là, avec... Puis si on a gain de cause quand même au tribunal des droits de la personne à l'égard de la contestation du fédéral, on pense quand même à ce moment-là être en mesure de récupérer là, en dommages et intérêts là, une partie des frais. Okay? Mais on va le voir là, en temps et lieu. Mais pour nous, c'est une bataille là, qui était importante à livrer à cause de la discrimination qui était flagrante, là, particulièrement dans ce dossier-là. La desserte ferroviaire, il n'y a pas de projet spécifique. C'est toujours là, dans le collimateur, je vous dirais, là, puis même là, de la relocaliser là, dans le parc industriel. Je vous dirais que les plans ou l'idée d'emplacement est déjà là, sur la table. Il y a des discussions avec une démarche régionale. On a souligné là, sur le plan régional également, là, nous, dans un projet régional, on souhaitait qu'on explore cette avenue-là. Donc, c'est dans le collimateur, mais ce n'est pas un dossier qui avance présentement. OK? Parce que c'est quand même des frais là, exorbitants. Donc, on veut s'assurer qu'on a cette capacité-là en temps et lieu. Le dossier Onimiki, c'est clair, il y a des questionnements là, par rapport au processus. Processus là, que nous respectons là, à la lettre, qui nous est imposé par le règlement sur la politique sur les investissements.
hein. Donc, pour nous, on la respecte. Est-ce qu'éventuellement, là, quand on va actualiser actualiser ces politiques-là, est-ce qu'il faudra en discuter avec la population, voir un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi leurs attentes à ce niveau-là? Fort probablement. Je pense que c'est un chantier là, toujours en évolution. Tu as peut-être là, une perception sur les effets. Moi, j'ai l'autre perception que depuis des années, on investit dans le domaine énergétique qui génère de revenus autonomes appréciables, qui est assurément très, très sécure. Moi, je pense que dans tous nos investissements, là, c'est assurément là, ce qu'il y a de plus sécure pour notre portefeuille collectif. Ça nous permet de générer. Et moi, je pense que c'est peut-être le signal que de ce côté-là, il y a une acceptabilité relativement là, générale au sein de la communauté. Non, non, ouais, ben, ta perception par rapport au processus et aux résultats qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Donc, c'est ça. Je ne parle pas de savoir si tu étais d'accord ou non avec le projet. OK. C'est plus là, au niveau du processus. Moi, je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être le constat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, là, le constat que la population est relativement sécure à ce genre d'investissement. Parce que je suis convaincu que si ça aurait été une aventure qui ne serait pas là, conforme à nos attentes, je suis convaincu que la population là, aurait fait signe de façon plus importante. Pourquoi que les privés, la majorité des projets de centrales là, de moins de 50 MW, c'est les privés, là, des entreprises privées ou des individus privés qui, à un moment donné, là, ont réussi à capter ça là, dans le temps. Pourquoi ils s'en départiraient à ce moment-ci? Moi, je pense que en utilisant là, notre rapport de force qui est nos droits, et en signifiant le fait, par exemple, là, que, regarde, attends-toi pas qu'il y aura un renouvellement, là, parce que nous, on va si c'est sur notre territoire, ça va être nous. Si c'est le territoire d'une autre Première Nation, on va leur faire signe de regarder, là, c'est fini le temps là, où, effectivement, là, on ne peut pas, nous, bénéficier de ces retombées-là. Là. Donc, je pense qu'on a un rapport de force tout à fait intéressant à ce niveau-là. On a même réussi, là, avec notre modèle, à faire changer certaines modalités là, au sein d'Hydro-Québec là, sur certains encadrements. Auparavant, là, il allait jusqu'à 50 mégawatts avec le projet Onimiki. Puis c'est toujours dans une perspective de communautaire. Il faut que ce soit 100% communautaire. On a la chance d'aller, je pense, à 60-70 mégawatts. Okay? Donc, ça, c'est le territoire, c'est Anishinaabe. Ça concerne 2 communautés qui nous ont interpellés là, à ce niveau-là. Puis je rappelle que dans cette aventure-là, là, on nous fait de la place jusqu'à 20%. Donc, quand même intéressant. Donc, moi, je pense qu'il faut se positionner. Sinon, ça va toujours être le privé qui va avoir une longueur d'avance hein, à ce niveau-là. Fait que moi, je pense qu'en s'organisant bien, en se préparant à l'avance, en analysant toutes les opportunités, la rentabilité de certains ouvrages, puis après ça, en mettant de la pression, moi, je pense qu'on pourrait là, certainement là, s'assurer d'aller récupérer certaines mini-centrales là, qui pourraient être là, dans le futur viables ou rentables là, pour nous. Au niveau du livre d'histoire, OK, c'est pas un par membre de la communauté, c'est un par adresse postale. Parce qu'effectivement, on ne serait pas capable de fournir là, la totalité. Là. Donc, c'est un par adresse postale, que ce soit sur le plan local ou à l'extérieur. Puis, c'est pour ça qu'on utilise également la version électronique là, qui va être disponible peut-être à des coûts mêmes. Donc ce n'est pas 10 000 livres là, qu'on a mis en impression. Là. Je ne me souviens plus le nombre. 2000. C'est 2000. Donc, on verra comment est-ce que les résultats là, par rapport à tout ça, parce que si effectivement ça va bien, puis qu'il y a une demande encore par des membres de notre Première Nation pour là, procéder à une réimpression ou donner la chance là, d'avoir une version électronique. On va regarder également comment est-ce que la vente se fait par le biais du musée. Moi, je pense toujours intéressant. Ça donne même un coup de main là, à la Société d'histoire.
Je rajouterais, on a privilégié ça. On aurait pu dire, ah, on en achète 10 000, mais on aimait mieux y aller par petite quantité. Le musée nous les achète à coût de 200, fait qu'on devrait voir venir. Puis on s'est dit qu'on aimait mieux faire des réimpressions parce que s'il y a des petites choses à arranger dedans, puis déjà, on a vu une petite coquille. Fait que là, tu sais, elle va être dans 2000 volumes. Puis quand on va refaire faire la prochaine, ben ça nous permet de corriger des petites choses comme ça. Alors voilà, donc s'il y a d'autres questions, on vous invite à aller au micro ou sinon par le web s'il y a des questions. Oui. Oui. J'ai trouvé ça super. Moi, c'est la première fois que je venais aux réunions du conseil. Je trouve qu'on met beaucoup d'argent dans beaucoup de choses. Hein? Puis ce soir, je suis venue en tant que maman d'un petit garçon qui est dysphasique. Puis je voudrais mentionner des lacunes au niveau de l'éducation de Machtoyats. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de support au niveau des enfants différents, dans le sens que les enfants différents à Machtoyats, ils n'ont pas de classe spéciale. Donc, ils sont obligés de quitter la communauté pour pouvoir avoir des services au niveau de l'éducation. Puis je trouve que c'est un problème là, assez important. Puis je trouve que c'est pas dans nos valeurs de Pequawagamin-Lutz. J'ai aussi Déby qui peut parler de son garçon. Là. Oui, Oui. je viens ici en tant que maman. Ben oui, bien sûr. Fait que, moi, j'ai un enfant TSA, TDAH nouvellement. Ben, c'est ça. Je vis la même situation que son garçon. Là, je suis à veille de changer d'école parce que j'ai pas nécessairement... on m'offre beaucoup de services, je trouve déjà, mais je trouve que mon enfant, il n'est pas bien à l'école, il fréquente l'école à Mich, il adore ça, il ne veut pas tout sortir de là, mais c'est ma seule solution la prochaine fois. OK. Là, j'ai commencé à faire des démarches pour l'inscrire à Saint-Félicien, car eux autres, ils ont l'école adaptée pour ces enfants-là. Je fais du pouce. J'ai un fils qui a un TSA, puis j'ai pas été capable d'obtenir les services que le médecin lui avait prescrits ici à l'école. Oui, comme Nina mentionnait, là, moi, mon fils, il avait eu une liste très détaillée de recommandations à appliquer au niveau pour adapter son milieu scolaire, puis ça n'a pas été respecté là, par l'éducation ici à Machtoyats. Fait que ça, c'est une lacune. Là. Je trouve qu'en tant que parent, ben, c'est difficile de dire, ben, OK, on va l'envoyer dans une autre ville parce que, justement, la communauté n'arrive pas à donner des services adéquats à ces enfants-là. OK, Tina, jusqu'à maintenant, on vous entend bien, je pense, hein, Jonathan? On vous entend très bien. Pour nous, c'est un dossier ou c'est une préoccupation que l'on partage. On n'a pas eu réponse aujourd'hui. Là, on va aller aux nouvelles. On va regarder là, l'état de la situation. Et on pourra vous revenir là, individuellement parce que je pense que c'est un enjeu là, qui est assurément important. On veut accompagner les parents, particulièrement nos enfants, là, malgré leurs différences, malgré leurs besoins. Donc, on va prendre là, le temps d'aller évaluer tout ça avec l'équipe, puis vous revenir pour la suite des choses. Jonathan, je ne sais pas si tu veux intervenir. Là. Ah, écoutez, on se connaît bien, je pense, puis c'est sûr que, comme le disait Gilbert, je pense qu'on ne peut pas se permettre de mettre de côté des jeunes dans le besoin. Surtout avec l'entente que nous avons, la nouvelle entente en matière d'éducation avec le CEPN. On a quand même des montants là, supplémentaires qui nous ont été octroyés. Donc, je m'attends à ce qu'on soit en mesure d'accomplir plus de choses pour nos jeunes à l'intérieur de nos écoles. Là. Mais on va vous faire un retour avec, si c'est pas moi, ça va être Patrick, là, au niveau de l'éducation. Oui, c'est ça. Fait qu'on va s'assurer de bien comprendre là, l'état de la situation. Puis, il y a certainement des raisons là, derrière tout ça. Donc, on va s'assurer là, d'aller aux nouvelles. Et on va vous revenir là, pour cette réalité-là. Puis, on va espérer effectivement qu'on soit en mesure là, d'assurer le service là, pour prendre soin là, de l'ensemble de nos enfants, de pouvoir les accompagner et de venir supporter les parents, effectivement, là, dans vos défis là, respectifs. Donc, on est bien sensible là, par rapport à cette réalité-là.
Témiscamingue maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires en ligne. S'il n'y a pas d'autre chose, Des autres questions? on pourrait là, compléter. Non, je passerai le message que je vous invite lundi prochain à une méga soirée au spinning au gym, 4h30 ou 5h30. Là, vous allez avoir du plaisir assuré. Ouais. Non, un grand merci pour cette soirée. Toujours important pour nous là, de pouvoir là, rendre compte de nos décisions, de pouvoir vous écouter, de pouvoir comprendre vos préoccupations également, qui sont assurément très, très légitimes. On va se revoir assurément là, avant le congé des fêtes. On a un dossier, là, je pense que la prochaine rencontre, c'est un dossier, je pense, qu'on va adresser là, dans un contexte d'échange. Je vous rappelle de suivre bien entendu là, le dossier des règlements sur les élections qui s'en vient très prochainement. Donc, il y a quand même des choses substantiellement importantes qu'on veut modifier. Donc, je pense que là-dessus, on aura la chance d'avoir des bonnes jasettes. Ça va être Patrick et Guylaine Simard là, qui vont s'occuper là, de cette consultation. Bien, là-dessus, Témiscamingue maintenant, merci là, et passez une belle soirée.